Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Vous en avez certainement entendu parler, ça fait la une de tous les médias. Vendredi dernier, l'acteur et humoriste Pierre Palmade a eu un grave accident de voiture sous l'emprise de cocaïne depuis plus de 24 heures. Il a percuté de plein fouet une voiture et à son bord de cette voiture, 3 personnes. Une femme enceinte de 6 mois, son frère qui a été très grièvement blessé, opéré déjà 6 fois au moins, et son fils de 6 ans défiguré avec une mâchoire fracturée. La femme enceinte de 6 mois aurait, elle, perdu son bébé des suites de l'accident. Alors, au-delà du drame absolu de cet accident, et d'ailleurs, nous transmettons toutes nos pensées aux victimes, eh bien, il y a aussi les questions de responsabilité judiciaire qui se posent désormais. Et une question qui est restée jusque-là en angle mort dans cette information, c'est celle de la perte du bébé dans le ventre et finalement de la personnalité juridique de ce fœtus et donc de la qualification juridique des poursuites également. Peut-on parler d'homicide quand l'enfant est encore dans le ventre ? Il y a un avocat qui a l'habitude de réagir à différentes questions de légalité que pose l'actualité, qui a réagi sur TikTok. Écoutez, Maître Anthony Bem. Pourquoi l'humoriste Pierre Palmade ne peut pas engager sa responsabilité pénale pour avoir donné la mort à un fœtus dans un accident de voiture sous stupéfiants il y a quelques jours ? En effet, malgré les dispositions du code pénal qui répriment l'homicide de la vie d'autrui, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de 2001 qu'un fœtus ne pouvait pas être considéré comme autrui au sens de la loi pénale. En effet, il existe 2 principes distincts, l'interprétation stricte de la loi pénale et le principe de l'égalité des délits et des peines, qu'il faut qu'il existe un texte spécifique qui sanctionne une infraction pour pouvoir la condamner. En l'espèce, Pierre Palmade ne peut pas être condamné du coup pour la mort du fœtus. Néanmoins, à titre de dommages-intérêts sur le plan civil, la mère peut obtenir des dommages-intérêts et indemnisation des préjudices subis. Voilà un extrait de TikTok qui nous a interpellés. C'est vrai qu'on ne s'était pas intéressé jusqu'à maintenant au statut du nourrisson. Alors plus généralement d'ailleurs, on n'est pas obligé de rester sur cette affaire Palmade. Plus généralement, du nourrisson, pardon, du fœtus. On souhaitait poser cette question à Aude Mirkovic. Bonjour Aude Mirkovic. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance, auteur notamment de ce livre. On vous avait reçu pour ce livre La PMA, un enjeu de société aux éditions Artege. Et dernièrement, Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, toujours aux éditions Artege, un ouvrage collectif sur cette question de genre très importante. Mais aujourd'hui, une autre question nous concerne, c'est celle du statut du fœtus. Et aujourd'hui, on parle de cette actualité, mais finalement, elle est bien plus large. C'est vrai qu'on peut être étonné en écoutant Maître Anthony Bem sur TikTok du fait que finalement on ne peut pas parler d'homicide pour la perte d'un bébé qui était viable dans le ventre de cette femme. Écoutez, comme l'a dit cet avocat, c'est ce que la Cour de cassation a jugé. Mais cette interprétation est tout à fait contestable. Et d'ailleurs, d'autres juges, des juridictions qu'on appelle les juridictions du fond, donc les tribunaux correctionnels ou les cours d'appel, ont jugé autrement. Concrètement, vous avez l'article 221.6 du Code pénal qui incrimine l'atteinte involontaire à la vie d'autrui. Et tout le débat porte sur cet autrui. Est-ce que l'enfant non encore né est un autrui dont l'atteinte à la vie relève de l'homicide involontaire? Et il est évident que oui. Le mot autrui signifie seulement que l'atteinte involontaire à sa propre vie n'est pas poursuivie par le droit, c'est tout. Mais je veux dire, on a quand même un petit peu progressé depuis le temps des Romains où l'enfant était considéré comme une part des entrailles de la mère et ne faisant qu'un avec elle, à tel point qu'on se demandait si la femme esclave enceinte était vendue avec l'enfant. Vous voyez, bon, ça va. Aujourd'hui, grâce à l'échographie, si besoin était avec la fécondation in vitro, tout simplement les progrès de la science, on sait très bien que l'enfant à naître est un autrui. Il n'est pas un bout du corps de sa mère. Et par conséquent, le texte du Code pénal qui incrimine l'atteinte involontaire à la vie d'autrui devrait tout à fait viser l'atteinte à la vie de cet enfant. Oui, mais dans les faits, ce que vous dites, dans la jurisprudence aujourd'hui, donc la Cour de cassation, c'est absolument pas le cas. Donc aujourd'hui, si on reprend l'affaire Pierre Palmade et qu'on fait un peu de prospective sur ce qui pourrait arriver comme condamnation, il est tout à fait possible qu'il ne soit pas condamné
enfin, il faudrait évidemment que la preuve du lien direct entre l'accident et la mort de ce fœtus soit apportée. Mais si c'était le cas, est-ce que sa responsabilité pourrait être retenue pour homicide involontaire? Alors, écoutez, nous vivons dans une période d'insécurité juridique généralisée. C'est en général un gros problème, mais l'avantage, c'est que la jurisprudence de la Cour de cassation peut tout à fait être remise en cause. Et vous avez régulièrement des juges, justement, qui font ce qu'on appelle une résistance à la Cour de cassation. Vous voyez, par exemple, en 2014, donc largement après la jurisprudence qui a été évoquée de 2001 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a fixé cette jurisprudence, eh bien, pour dire que l'atteinte involontaire à la vie d'un enfant à naître n'était pas un homicide pénalement sanctionné, eh bien, vous avez le tribunal correctionnel de Tarbes en 2014 qui a, lui, condamné pour homicide involontaire l'auteur sous emprise de l'alcool d'un accident de la route, donc pour exactement les mêmes circonstances. Ah oui. Ensuite, de façon complètement incroyable, c'est le procureur de la République qui avait fait appel, alors même que le chauffeur dans cette histoire, et ce sera peut-être même le cas de Pierre Palmade, on n'en sait rien, hein, le chauffeur ne niait absolument pas les faits, et il disait qu'il ne voulait pas il était conscient d'avoir causé la mort d'un bébé et qu'il ne voulait absolument pas s'abriter derrière la jurisprudence pour effacer ce fait. Mais alors pourquoi le procureur a fait appel à ce moment-là? Voilà, le procureur a fait appel justement pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, et la Cour d'appel de Pau l'année suivante avait donc relaxé le chauffard du fait d'homicide involontaire et avait donc nié l'existence, la vie et la mort de l'enfant. Mais donc on arrive sur une question plus large justement, c'est la dénégation de l'existence finalement de ce fœtus qui est viable et qui 3 mois après aurait été considéré, ou peut-être même 2 mois après si la naissance était un peu avancée, considéré comme un enfant, et là un véritable homicide. Ça pose quand même de vraies questions. Mais ça pose d'énormes questions parce que, en effet, cet enfant qui, là, aujourd'hui, les parents peuvent le déclarer à l'état civil, ils peuvent obtenir un acte d'enfant sans vie, l'enfant va recevoir un prénom s'il le souhaite. Depuis la loi de 2021, du 6 décembre 2021, il est même possible de donner un nom de famille à cet enfant. Ils vont pouvoir l'inhumer dans un cimetière, et pourtant, la jurisprudence considère que l'atteinte à sa vie n'est pas un homicide. Alors, qu'est-ce que c'est si ça n'est pas un homicide? Tiens, on est en pleine contradiction, et la contradiction ne s'arrête pas là, parce que si l'enfant naît vivant, je ne sais pas ce qu'il en est dans cette affaire, hein, donc on va parler de façon générale. Oui, bien sûr. De toute façon, dans cette affaire, on attend que les faits que tout soit prouvé, etc. On part de cet exemple pour élargir un questionnement plus large, évidemment. Tout à fait. Donc, dans un accident de la route ou lors d'une erreur médicale qui peut également arriver, si un fœtus, donc un enfant à naître, est blessé, qu'il naît vivant et que finalement il finit par décéder de ses blessures, il y aura un homicide. Et s'il naît vivant et qu'il vit toute sa vie avec des séquelles de l'accident, il y aura un délit d'atteinte involontaire, à l'intégrité physique. En revanche, si cet enfant meurt sur le coup, il n'y a aucune qualification pénale, dixit la Cour de cassation, qui va, à mon sens, à l'encontre du code pénal. Donc vous voyez que c'est aberrant, parce qu'en fait, l'auteur d'un accident a intérêt à ce que l'enfant meure sur le coup. Dans ces cas-là, il échappe à toute poursuite pénale, alors que si l'enfant survit, là, il va être coupable soit de violence involontaire, soit d'homicide involontaire, selon les cas. Ouais, c'est complètement aberrant, évidemment. Et je pense qu'on peut mettre ça en lien avec la politique, notamment d'avortement, fortement poussée en France. Parce que, évidemment, si on commence à reconnaître un statut juridique et donc un statut d'être vivant au fœtus, beaucoup de questions se posent aussi de ces côtés-là. Bah oui, ça c'est sûr que l'interruption volontaire de grossesse est là. À chaque fois qu'on parle d'un enfant à naître, il est pratiquement impossible d'avoir des propos cohérents. Et alors que pourtant, dans le cas présent, le fait que la loi permette l'interruption volontaire de grossesse n'est pas du tout un frein à reconnaître l'homicide involontaire. Je rappelle quand même que l'avortement est une exception au principe de respect de tout être humain et le commencement de sa vie. Et comme toutes les exceptions, elle n'a pas vocation à être érigée en principe. Et d'ailleurs, le comportement volontaire équivalent au cas qui nous intéresse, c'est l'interruption de grossesse contre la volonté de la mère. Et ça, c'est bel et bien une infraction pénale. Donc pourquoi est-ce que l'atteinte involontaire à la grossesse que nous avons dans ce cas-là devrait, elle, échapper à toute qualification pénale? On est en pleine incohérence, et on peut quand même espérer qu'éventuellement cette affaire pourrait être une occasion justement de retrouver le bon sens. Cet enfant est un être humain
et il y a une atteinte involontaire à sa vie, c'est un homicide involontaire, c'est tout. Déjà, il n'y a pas besoin de couper les cheveux en 4 comme la Cour de cassation se croit obligée de le faire. Cette infraction, elle se trouve dans une partie du code pénal qui s'appelle des atteintes à la personne humaine. On n'a pas dit des atteintes à la personnalité juridique, au sujet de droit, ou je ne sais quoi. Donc là, on a des faits très clairs, mais en effet, les juges n'arrivent plus à dire des choses sensées, tellement on a entassé de contradictions les unes sur les autres dans notre malheureux droit. Oui, mais justement, alors c'était la question que je voulais vous poser, Aude Mirković, pour l'avenir. Est-ce que les choses peuvent évoluer ? La seule solution éventuellement pour que ça évolue, c'est soit évidemment que une nouvelle loi soit prise en précisant certaines choses, mais on le sait très bien, on n'est pas pour la multiplication des lois, surtout quand la première est suffisamment claire, mais plutôt pour une meilleure interprétation. Et cette interprétation aujourd'hui, doit-on souhaiter finalement que cette affaire-là aille, si jamais les faits confirment cette responsabilité, que cette affaire-là aille jusqu'à la Cour de cassation pour avoir une décision qui irait dans l'autre sens? Bah oui, ça pourrait être l'occasion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque drame, malheureusement, est l'occasion de faire progresser ou régresser le droit. Et ça peut être une occasion de progrès. Et en l'occurrence, il est tout à fait possible, parce que justement, c'est déjà arrivé, on a plusieurs décisions de justice qui ont reconnu l'évidence, à savoir que l'atteinte involontaire à la vie d'un enfant à naître, eh bien, c'est un homicide involontaire, c'est dramatique. On n'a pas dit qu'il avait fait exprès. Oui, c'est justement involontaire. Voilà, homicide involontaire. Donc, il ne s'agit pas d'accabler l'auteur des faits, mais juste de reconnaître la réalité, de reconnaître les faits. Et il est tout à fait possible, et d'ailleurs, j'appelle ça de mes voeux, que le procureur qui sera saisi de ce drame intente des poursuites pour homicide involontaire. Parce que comme il a été dit en début d'émission là, par cet avocat, oui, certes, les parents ont la possibilité de demander sur le plan civil l'indemnisation de leur préjudice. Mais les parents, ils ne veulent pas de l'argent. Ils veulent simplement que la vie et la mort de leur enfant ne soient pas niées. C'est tout. Dans l'affaire de Tarbes dont je vous ai parlé, les parents n'avaient demandé aucun dommage et intérêt. Ils avaient demandé 0 €. Donc, ils n'étaient pas du tout intéressés par une indemnisation. Ils voulaient seulement que les faits, la réalité de la vie de leur enfant ne soit pas déniée par le droit, ce qui venait ajouter une douleur à leur douleur. Que finalement, justice soit faite et vérité soit faite. C'est aussi beaucoup, d'ailleurs, les démarches en juridiction pénale notamment. Merci beaucoup, Aude Mirković. Je rappelle que vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance et auteur de ce dernier ouvrage collectif, Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, aux éditions Artege. Merci. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.